Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie d'Isabelle Bossillon. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Donc aujourd'hui on va parler de Zone Tampon, c'est votre dernier roman qui est sorti aux éditions ActuSF. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment il est né? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume pour ce roman? Alors c'est une genèse un peu particulière parce qu'à la base c'est un contact que j'avais eu avec un éditeur à qui j'avais envoyé un autre roman qui s'appelle Face au dragon et qui m'avait dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Par contre c'est pas du tout ce que je recherche dans ma collection, mais si t'as d'autres trucs, hésite pas à venir me voir, moi je cherche des trucs un peu plus efficaces que ce que t'as fait et tout. Et donc j'avais vaguement l'idée de traiter ces problématiques environnementales, enfin plus précisément sur le risque d'effondrement, enfin le risque, la quasi-certitude d'effondrement climatique, le risque d'effondrement climatique dramatique. Et, euh, et donc j'ai commencé à travailler avec lui et on s'est vite aperçu, j'essayais de faire plus efficace, lui il essayait d'apprécier des trucs un peu plus introspectifs ou comme je fais d'habitude. On a essayé de se retrouver au milieu, on n'a pas réussi, mais on s'est dit très bons amis. Et donc du coup je me suis retrouvée avec ce manuscrit qui s'est retrouvé chez Naos, à QSF. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de parler de ces risques d'effondrement climatique, des conséquences que ça avait, de ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter, parce que le livre se passe post-effondrement, mais aussi de comment reconstruire, de quels sont les systèmes politiques, les grandes questions autour de ça, les grandes questions des collapsologues, quels sont les bons systèmes politiques, à quel prix chacun de ces systèmes politiques. Mon héroïne qui s'appelle Lizzie vit dans une ville un peu oasis au milieu d'un grand désert qui a été construite par un visionnaire qui a vraiment su qu'il fallait faire ça avant tout le monde. Le souci, c'est qu'il a fait cette petite société, il n'avait pas de la place pour tout le monde a voulu y aller à partir du moment où ça s'est effondré, et ça s'est transformé de fait en société quand même assez fascisante. Donc c'est pas fascisante dans le sens ultra oppressif, c'est pas des nazis du tout, mais c'est quelque chose de très policier avec un gros tri des personnes qui rentrent. Évidemment, elles sont plutôt valides, elles sont plutôt très cultivées ou avec des compétences très spécifiques. Et au moment de notre histoire, ça se passe plusieurs années, voire un bon siècle et demi après l'effondrement. Et mon héroïne espère arriver dans ce qu'on appelle les belles familles, qui est la classe supérieure dans cette cité, qui s'appelle Jacksonstadt. Et arrive un attentat. Et dans le cadre cet attentat, sa petite sœur disparaît. En voulant sauver sa petite sœur, elle va se retrouver confrontée à une résistance à cette société qui estime que c'est juste pas possible, on peut pas laisser les gens crever aux portes de cette cité. Il y a encore des réfugiés climatiques des décennies après. On est pu, si tant est que ça a pu être justifié, ce qui est pas du tout évident, on n'en est plus là. Et ça va vraiment, elle va découvrir tout l'envers du décor, elle qui se trouvait très bien dans cette espèce de consensus, et se confronter à d'autres modes de pensée, d'autres systèmes politiques qui sont idéologiquement beaucoup plus sympathiques, on va dire, pour trivialiser un peu la chose, mais qui ont leur prix, eux aussi. Oui, il n'y a jamais tout pour pas grand-chose, quoi. C'est toujours, ça. C'est un système d'équivalence. Ouais, et en fait, moi, je m'intéresse du coup, de fait, à la collapsologie, et on oppose souvent, parmi les collapsologues, il y a un mouvement qui est très survivaliste, souvent un peu viriliste, un peu de droite et tout, et à côté des idées plus anarchistes, ou à minima de démocratie participative, avec dans la collaboration et tout ça. C'est vraiment les deux tendances qu'on voit, et quelle que soit la tendance, il y a quand même un souci, c'est que ces mondes-là, on parle pas toujours de à quel prix ils se font. Enfin, sur le truc collapsologue vraiment viriliste et tout, si, il y a quelque chose de très violent, d'excluant et tout. Mais sur ces solutions plus humanistes, un truc dont on parle pas beaucoup, c'est que, ok, c'est peut-être super politiquement et ça permet de faire des très belles choses et de reconsidérer les échelles aussi de société et tout ça, voilà, dans un monde très égalitaire. Mais sans naïveté en plus, parce qu'il y a vraiment ce très égalitaire ne veut pas dire que des gens ne peuvent pas prendre les choses en main selon leurs compétences, tout ça, à tel ou tel moment. Mais je trouve qu'on ne pose pas assez les questions de ce qu'on va perdre quand même. Parce que, ok, cette société sera peut-être sur plusieurs aspects, à supposer qu'on aille vers ça, meilleure que la nôtre, d'un point de vue humaniste, à minima, mais il n'y a pas de sécu, par exemple.
dans ces sociétés-là. Et on pose pas souvent la question, donc je donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres, on pose pas souvent la question, et tous les gens qui ont besoin de ça, la sécu, tout bêtement, de notre système médical pour vivre, pour survivre, ils meurent, ces gens-là. Très, très factuellement, ils meurent. Et je trouve que, alors moi je suis à fond pour ces modèles de société, mais je trouve qu'on a vraiment, on a tendance à mettre la question sous le tapis un peu, à l'éluder complètement. Et ce que je trouve assez ironique, c'est que c'est dans un mode de pensée où les gens vont être très humanistes, encore une fois, vont dire oui, toutes les vies se valent et tout ça. En pratique, votre société, elle va quand même sacrifier beaucoup de monde. Et moi, c'est la société c'est une société que je souhaiterais, mais j'aimerais vraiment qu'on ait le courage d'affronter ces problématiques-là. Et donc, il y a d'autres problématiques qui ne vont pas forcément être aussi dramatiques, mais je trouvais ça bien de réfléchir au prix de la liberté, au prix de la sécurité, à toutes ces choses. C'est Lizzie qui va donc se poser toutes ces questions, puisqu'elle elle vient d'une famille quand même plutôt favorisée, elle habite à l'intérieur de la ville, et elle va décider d'en partir. Enfin, plus ou moins... Oui, elle va plus ou moins gré malgré. Oui, c'est quand même une décision. C'est quand même une décision qu'elle prend parce qu'elle va être avec sa demi-sœur Soraya et aussi un prêtre, un jeune prêtre qui s'appelle Mylène. C'est un groupe qui semble à première vue assez hétéroclite, parce qu'ils sont quand même très différents. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur eux? Comment est-ce que vous les avez créés? Est-ce qu'ils ont suivi le chemin que vous aviez tracé? Peut-être pas tracé d'ailleurs, ça se trouve vous les avez mis là, puis ils sont décidés de passer à tel ou tel endroit. Alors moi c'est un peu entre les deux. En général on dit toujours architecte, jardinier. Moi j'ai souvent jardinière organisée. Et je crois que c'est Ophélie Bruno, elle disait touriste ou exploratrice. Et en fait moi je sais d'où je pars, je sais où je vais. J'ai en général quelques jalons, vraiment des scènes clés. Entre ces points-là, j'ai tendance à me balader un peu. Et c'est rare que ma fin, par exemple, change vraiment de l'idée que j'avais à la base. Elle peut changer un peu en fonction des personnages, en fonction des choses qui s'imposent. Mais non, alors ils n'ont pas trop dévié, du coup. Moi, Mylène, ce qui était intéressant, en fait, donc moi je suis complètement athée, mais je suis souvent assez consternée de la manière dont les croyants, et notamment les chrétiens, parce que c'est pas la chrétienté de maintenant, c'est un culte réformé, mais je veux dire, très clairement c'est tradition chrétienne, et dont ils sont représentés dans la fiction, soit c'est, quand c'est par eux-mêmes, c'est totalement angélique, et avec ce côté sacrificiel, mais glorifié, tout ça, soit quand c'est par les athées, ou des abominables... Ouais, ou c'est des abominables fachos, ou c'est des gros crétins naïfs. Et alors autant, on peut penser tout ce qu'on veut des religions organisées, et moi j'en pense pas forcément du bien, mais autant moi, c'est pas du tout les croyants que je connais. Et donc je voulais montrer quand même un prêtre qui était... qui suivait un peu la voie de Jésus, en fait. Et Jésus, pour moi, pour employer un terme anachronique, pour moi, c'est ça, c'est vraiment un nanar, quoi. C'est le gars, il va mettre des coups de pied au cul aux marchands du temple, il va vraiment défendre les opprimés. C'est pas je sais pas, je me demande si on a lu la même Bible, parce que moi, Jésus, c'est un badass, c'est pas un gentil angélique, donc effectivement, il a une religion d'amour et tout ça, mais il a du caractère, Et j'aime bien, en fait, cette figure de Jésus. Je trouve que c'est un personnage vraiment cool, en fait, tout bêtement. Et même si je suis pas d'accord avec tous les aspects de la philosophie derrière, notamment l'aspect sacrificiel, voilà. Mais je voulais, un gars qui suit vraiment ces enseignements-là. Et donc, c'est un prêtre extrême gauche dans sa nard, qui va rouler dans les brancards pour sauver les opprimés, avec parfois une certaine naïveté et ce côté un peu sacrificiel aussi, qui n'est pas toujours utilisé à bon escient, parce que c'est souvent un peu une position de principe plus qu'un sacrifice nécessaire. Et je voulais vraiment discuter de ça, et puis avec un personnage attachant, et c'est un culte réformé, donc par exemple il n'a pas fait vœu de chasteté, la petite sœur a un crush sur lui, il est plus âgé qu'elle, il est beau gosse, voilà. Donc, et puis ça amène un élément un petit peu rigolo aussi, mais je voulais vraiment je voulais montrer les potentialités et les limites de ce genre de philosophie à travers ce personnage. Et c'est quelqu'un de très pur, avec vraiment des convictions très ancrées, mais qui lui-même va devoir à un moment faire le choix.
il est non violent, mais en même temps, bah, c'est le fameux paradoxe de la tolérance hein, de Popper. Si vous tolérez l'intolérance, c'est l'intolérance qui gagne. Donc il va être confronté à ces choses-là, il va être confronté aux limites de ses convictions, parce que lui est aussi, c'est un bourge idéaliste en fait à la base. Donc il a des vraies convictions, il est extrêmement cultivé, mais il n'a pas été confronté à cette réalité qui combat. Donc lui aussi il va devoir mettre de l'eau dans son vin. Et Soraya, bah ça a l'air d'être la petite sœur, un peu mignonne, un peu naïve, croyante, voilà. Je peux pas trop en dire sans spoiler sur Soraya, mais je voulais aussi montrer que les rebelles sont pas forcément ceux qui l'ouvrent le plus. On pense en premier, ouais. Et Lizzie, elle fonce. Lizzie, elle fonce, elle est plutôt cool, sans être une fille ultra populaire. On sent qu'elle a ce potentiel-là. C'est pas que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a des principes aussi, mais qui s'est jamais trop posé la question. Enfin, tant que les choses sont pas horribles sous ses yeux, elle tolère beaucoup de choses. Elle ferme beaucoup les yeux, comme beaucoup de gens. Bon, elle est jeune hein, aussi. Elle a 17 ans, mais et elle est très égoïste en fait au début, pas dans le sens où elle va volontairement écraser les autres, mais je veux dire dans ses inquiétudes sur l'avenir, c'est son avenir à elle, ses petits choix professionnels, personnels, amoureux, voilà. Donc, voilà. Elle va voir que le monde ne se limite pas à ça. Donc, dans Zone Tampon, vous avez parlé donc, de politique, donc, d'immigration, de religion, de manière personnelle et efficace. Comment vous avez travaillé? Vous avez lu aussi des essais? Vous avez travaillé différemment de vos autres romans qui étaient plus fantasy, peut-être que Les Rhéteurs? Oui, mais alors j'ai dû forcément faire un poil de recherche parce que je voulais... Alors sur les aspects politiques, c'est des questions que je me posais déjà depuis un bon moment, notamment en discutant avec des copains plus ou moins militants et puis de moi-même. Sur les aspects liés à l'effondrement et à l'écologie, je voulais essayer d'être quand même assez rigoureuse scientifiquement. Je suis biologiste de formation et je suis un petit peu... voilà, je voulais être rigoureuse. Et donc pas être juste sur le militantisme écologique, être vraiment sur la réalité des choses. Donc oui, j'ai dû lire pas mal de bouquins sur le sujet. Donc moi j'ai dû évidemment commencer par lire Comment on peut s'effondrer de Pablo Servigne et je suis en vidéo et j'ai oublié le deuxième auteur, une autre personne très très bien qui a écrit ce bouquin. Et donc de là, j'ai essayé de varier un petit peu les points de vue aussi. Oui, ça m'a demandé forcément, comme ça se passe dans notre monde, je voulais quand même être un peu rigoureuse de ce point de vue-là. Ouais. Oui, non, vas-y. Non, et puis je voulais dire, l'idée aussi, c'était évidemment de remettre en question certains dogmes politiques, à commencer par le système dans lequel on vit actuellement. Mais je voulais pas non plus le faire en caricaturant ou en ridiculisant les positions qui n'étaient pas les miennes. Je voulais aussi montrer que même cette société fascisante qui est absolument pas quelque chose auquel j'aspire, je voulais montrer qu'elle était quand même arrivée là pour une certaine raison. Donc il fallait pas forcément faire ça. Moi, c'est pas forcément la solution, mais je veux dire, c'est pas gnac, nous sommes les méchants. Enfin, les choses auxquelles on s'oppose en général sont quand même arrivées là pour une raison qui n'est pas forcément légitime, mais qui l'était dans la tête de ceux qui l'ont construit. Voilà, dans un certain... Et puis même si c'est peut-être subjectif à ce moment-là, mais je veux dire, il y avait les gens qui font ça le feront pas pour faire le mal dans leur tête en général. Alors après, ils peuvent s'illusionner eux-mêmes, hein, il peut y avoir la dissonance collective est puissante, mais là en l'occurrence, c'était des gens qui pensaient vraiment bien faire. Donc, grâce à l'imaginaire, finalement, vous abordez quand même des thématiques qui sont importantes, qui sont sérieuses. Est-ce que finalement l'imaginaire, ça permet aussi d'aborder ça de façon peut-être plus légère, de faire réfléchir les lecteurs, ou c'est juste peut-être plus du divertissement? Alors moi c'est pas tant plus légère, c'est surtout que l'imaginaire induit forcément un recul sur les choses. Après en science-fiction c'est un peu différent, mais en fantasy c'est déjà ce que j'essayais de faire. Et en fait l'exemple que je donne toujours c'est le livre Les Lions d'Al-Rassan de Gabriel Kay et d'autres de ses livres, mais c'est particulièrement visible dans celui-là. En fait ça parle du moment où l'Espagne musulmane est redevenue chrétienne.
Et les personnages, il y en a un qui est musulman, un qui est chrétien et une qui est juive. Évidemment, c'est dans un monde de fantaisie, donc c'est pas ces termes-là qui sont employés. Mais on voit très bien que c'est ça. Il n'essaie pas d'être subtil là-dessus. C'est très clairement... Mais même si on s'en rend compte, le fait de se placer dans un monde imaginaire, sur des sujets qui sont aussi chargés, culturellement, émotionnellement, idéologiquement, même si on voit les stratégies narratives, ça nous force quand même à prendre du recul sur les choses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fantasy, et en SF, c'est beaucoup plus courant de faire ça, forcément, mais même en fantasy, moi, c'est ce que j'aime faire. C'est induire cette distance, cette distance dans le bon sens du terme, hein, sans empathie avec empathie quand même, mais essayer de forcer à sortir un petit peu des biais qu'on peut avoir, même si on essaie d'être ouvert. Je trouve ça très intéressant, l'imaginaire, pour ça. Et aussi, ça, sur l'aspect plus ludique, je pense que le simple fait de faire un peu voyager, de dépayser, déjà est agréable à la lecture, mais je pense que ça peut contribuer aussi au fait de baisser un peu sa garde et d'accepter les idées nouvelles quand on voyage physiquement. C'est un peu pareil, on se confronte à différents nouveaux horizons. Voilà. D'accord. Et côté inspiration, vous en avez eu quelques-unes en particulier, je sais pas, en film, littérature peut-être pas. Ça serait difficile de répondre à ça parce que j'ai pas vraiment d'influence directe comme ça. Pour l'anecdote, si pour le personnage de Mylène, j'ai vu un film que j'ai trouvé très moyen en fait, mais qui avait plein de potentiel en fait. Et ça, je me souviens plus. Je crois que ça a été traduit par Christeros en français. Enfin, pour le public français, c'est pas au français. C'était une révolution de prêtres catholiques au Mexique, où les catholiques, pas que de prêtres d'ailleurs, mais des catholiques avaient été opprimés de manière assez violente. Et je trouvais que le film passait un peu à côté de son sujet parce que il y avait trop de points de vue, c'était un peu trop angélique, et c'est... Bon, je trouve que c'est un film qui a plein de défauts et tout, mais du coup il y avait justement ce prêtre qui prend les armes, et je trouvais ça intéressant parce que c'est pas rien, je pense, pour un catholique, pas prêtre catholique, de dire je vais prendre les armes et je vais, quitte à buter des gens pour sauver, pour en sauver d'autres. Oui, c'est un symbole. Ouais, et c'est pas juste pour ma foi, c'est vraiment, il y a des gens qui meurent, quoi. C'est pas que idéologique. Et donc j'avais trouvé ça assez intéressant, et ce qui est plus rigolo, c'est que ce prêtre est joué par un acteur chilien qui s'appelle Santiago Cabrera, qui est un pur beau gosse, et j'en avais parlé avec une amie, j'ai dit c'est chouette, un prêtre beau gosse, et donc je me suis dit allez, on va mettre un prêtre beau gosse. Donc là c'était l'aspect un peu plus superficiel de la chose, mais du coup c'est marrant, mais c'est aussi pour dire les inspirations peuvent vraiment venir un peu n'importe où, parce que c'est pas du tout les mêmes thématiques, même si en l'occurrence oui, sur la foi et le fait de se rebeller et tout, oui, mais du coup, voilà, ça c'était pour l'anecdote. Ça peut être sur les personnages, ça peut être aussi, ça peut venir de la musique, ça peut venir tellement de trucs. Mais des fois c'est juste une phrase qu'on entend, ou des fois, mais puis ça arrive aussi où on lit un bouquin et on se dit, et on est un peu, c'est pas forcément que ce soit mal fait, mais on l'aurait pas traité comme ça, et on dit ça aurait été tellement intéressant de le traiter sur cette table. On lui ajoute ça, et puis on lui enlève ça, et ça serait parfait. C'est ça, voilà, je vois, et tu te dis, cet axe-là, moi je l'aurais trouvé plus intéressant, et du coup ça va donner une œuvre qui est complètement différente de l'œuvre de départ, mais du coup ça se mûrit. Et c'est pour ça que j'ai du mal à donner mes influences, parce que souvent c'est vraiment une grande soupe comme mélange, ça, un mélange. Donc là j'ai l'anecdote rigolote du prêtre beau gosse. Qu'on note, hein, donc Santiago Cabrera. Santiago Cabrera. Et maintenant, sur quoi est-ce que vous travaillez? Vous avez des projets en cours? Alors là, je travaille sur une nouvelle histoire dans le monde des rêteurs, hein, qui va se passer cette fois à Landor. Donc c'est encore des histoires complètement indépendantes, hein, avec des nouveaux héros à chaque fois, même s'il y a des personnages qu'on peut retrouver d'un tome à l'autre. Donc là, j'ai écrit à peu près la moitié du livre, donc on va continuer. J'ai écrit un roman, un roman assez court, mais dont je ne peux pas encore trop parler, donc voilà, j'ai terminé un roman. Et en bande dessinée, en fait, avec Rebecca Morse, avec qui j'avais fait la bande dessinée Dragon et Poison, qui est pour le coup de la fantaisie plus humoristique, ce que j'ai pas fait en roman.
Mais on avait fait de la fantaisie humoristique, voilà, avec du fond en filigrane. Et là, on reprend un grand mythe de la littérature. Et je ne sais pas si je peux encore dire quel personnage. On va rester secret alors. On reprend un grand mythe de la littérature, ça va être une trilogie. Et là où Dragon et Poison, c'était de l'humour avec du fond en filigrane, là, c'est du sérieux avec un poil d'humour en filigrane. Et ça va parler d'anarchisme versus démocratie. Alors peut-être plus pour un public adulte alors que Dragon et Poison. Dragon et Poison, c'est surtout des adultes. Ouais, ça reste adulte quand même parce qu'il y a des... il y a un poil de violence, il y a un poil de sexe et tout ça. Mais non, bon, c'est ado-adulte, hein, je veux dire, il n'y a rien de spécialement... c'est fait de manière très saine, mais disons que... Voilà, je préfère dire adulte parce que ado, ça va dépendre de la maturité et tout ça. Non, là oui, de toute façon, ce sera tout public aussi, mais avec un axe un peu plus sérieux et avec un peu théâtral. Ça va être un peu référencé, moi qui n'écris pas tellement de trucs référencés d'habitude, là ça va être très référencé. D'accord, donc un sacré travail de recherche derrière. Alors l'Arche des recherches, comme c'est un projet que je traîne depuis un bon moment, j'en avais quand même pas mal fait. Il y a beaucoup de boulot pour la dessinatrice qui passe du dessin numérique au dessin à la plume. Donc, carte blanche pour la dessinatrice ? Plus ou moins on crée ensemble, hein. On crée ensemble vraiment les personnages. Là en fait il y a un parti pris, en fait il y avait quelques partis pris de référence que j'ai été obligée de lui donner, mais après elle travaille. En fait ça fait quand même plusieurs bouquins qu'on écrit et qu'on fait ensemble, donc on se connaît bien, donc je pense qu'on sait, on s'inspire un peu l'un l'autre. J'interviens assez peu sur le dessin, là je l'ai fait un peu plus en amont parce qu'il y avait vraiment il y avait des trucs de référence à placer dès le dessin, mais sinon ouais je fais pas une scénariste dirigiste. Très bien. On attend ces projets de les découvrir avec impatience. Merci. Et en attendant, on vous souhaite un très très bon festival et merci pour avoir répondu à toutes ces petites questions. Merci à vous.